quand soumettre un projet de loi à l'épreuve du feu, c'est-à-dire à l'épreuve des critiques. Donc à quel stade de sa rédaction la future loi doit-elle être confrontée à la représentation de ceux qui lui seront un jour soumis? Donc pour cette question fondamentale, je voudrais introduire un petit commentaire préalable. La polyvalence chez un homme politique pour la mise en œuvre d'une réforme est évidemment un atout primordial. Malheureusement, et c'est tout à fait humain, et c'est une qualité assez rare. Il est donc non seulement légitime, mais tout à fait essentiel pour un homme politique de rencontrer et d'écouter très tôt toutes les parties prenantes d'un projet de réforme, et en d'autres termes, de recevoir la représentation de tous les intérêts en jeu, et ce, plutôt très tôt dans le projet, qu'en aval, lorsque, à l'évidence, une réforme déjà très avancée se révèle bancale. On sait bien que si un homme politique consulte les partenaires sociaux ou les porte-paroles de certains secteurs professionnels comme la SDDS, alors qu'il s'est déjà engagé de façon publique et d'une manière très décisive pour une réforme légale qui s'annonce bancale, alors cet homme politique prend le risque de se voir piégé dans une alternative. Soit il reconnaît son erreur, mais il donne alors l'impression négative d'avoir simplement cédé à la pression des lobbies. Soit il s'entête et il prend le risque de ne créer que ce que les générations futures pourraient appeler une loi toxique, en voulant simplement positionner et soigner son positionnement de dernier rempart contre les corporatismes, de visionnaire incompris de progrès futurs pourtant majeurs, voire de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et surtout, cet homme politique qui ne consulterait pas suffisamment, on le sait bien, peut conduire une réforme au départ très louable à l'échec, puis faire peser le poids de cet échec sur les forces vives de la nation, y compris la veuve et l'orphelin. Alors on le sait très bien, dans l'exemple de la loi du 20 janvier 2014 qui a créé le compte pénibilité, le gouvernement a vraiment tenté d'éviter ces écueils. Il a multiplié les concertations, et on sait que ces concertations, alors avant et surtout après, ces concertations ont abouti à des mesures correctives, ont abouti à des délais supplémentaires d'application, des étapes supplémentaires d'application avant le fameux passage à l'obligation. Néanmoins, on peut vraiment encore se poser un certain nombre d'interrogations, et notamment celle-ci. La réforme du compte pénibilité n'est pas encore totalement déployée, ça a été bien détaillé par vous-même, côté employeur. Certaines cotisations ne sont pas encore en vigueur, mais vont l'être. Des référentiels de branche ne sont pas encore en vigueur, mais vont l'être. Pourtant, déjà, ce compte pénibilité est présenté comme l'un des piliers du futur compte personnel d'activité. Donc, est-ce le signe qu'avant même d'être prêt, il serait déjà parvenu à maturité? Ou au contraire, selon vous, resterait-il encore des problèmes signalés au sein, ou des aspects signalés au sein des missions CIRUG de Virville et UO qui resteraient encore à traiter? Et donc notamment des critiques émanant des employeurs ou des salariés qui seraient encore d'actualité. Oui, si on veut répondre assez directement à votre question, et je crois que c'est un bon exemple, aussi bien le compte personnel de prévention de la pénibilité que le compte personnel d'activité, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, il y a une organisation de l'État qui n'est pas satisfaisante de ce point de vue. Il y a une injection de projets qui sont nés et réfléchis au sein de l'administration seulement et qui sont comme des bonbons déposés sur la table. Les politiques voient ces bonbons et hop, ils les prennent et ils sont séduisants. Et donc, le cas du compte personnel de prévention de la pénibilité, c'est devant l'échec des négociations qu'il faut bien appeler patronales, les services de l'État ont réfléchi en se disant mais après tout, nous, on aurait à construire un système pour traiter la pénibilité, comment on ferait? Et ils ont imaginé l'histoire des facteurs en se disant ben voilà, on aura des facteurs, puis des seuils, etc. Il y avait eu un travail qui était un travail interne à l'administration, mais qui n'avait pas du tout été partagé avec les organisations patronales, syndicales, etc., qui avait été resté à l'intérieur de l'administration. Puis là-dessus, le gouvernement arrive pour faire la réforme des retraites. Et à un moment donné, dans la discussion, dans des réunions comme ça, sort cette affaire, on se dit, mais c'est fantastique, on va être obligé de toucher au régime de retraite. Entre parenthèses, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques sur cette loi. Enfin, apparemment, semble-t-il, on a progressé dans le tuyau et que nos problèmes de retraite ne sont plus ce qu'ils étaient auparavant.
Mais alors, évidemment, l'idée de mettre dans une loi sur les retraites quelque chose qui rétablit de l'égalité sur une question aussi sensible pour les salariés que les questions de santé au travail, évidemment, c'est voilà, un bonbon qui est extrêmement comestible. Le problème, c'est que c'est le genre de choses qui aurait mérité un travail de type GIP, c'est-à-dire vraiment un travail avec l'ensemble des parties prenantes, où on aurait vu toutes les questions qu'on a vues ensuite. Seulement ensuite, voilà. Bon, il faut vraiment qu'on arrive à avoir un processus législatif qui soit maîtrisé. La multiplication des lois, mais un autre exemple, ça ne marche pas. Et après ça, on se trouve à faire du curatif sur des arbres qui ont poussé de façon inclinée. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que, à propos de cette loi du 20 janvier 2014 et du compte pénibilité qui en est sorti, est-ce qu'il valait mieux, avec le recul du temps, remodeler ces étapes de mise en œuvre, ces délais de mise en œuvre, au fur et à mesure des protestations, ou aurait-on dû, vu le feu des critiques, la suspendre, voire l'abroger, et directement la réécrire pour faire repartir le chantier dans une bonne voie? Alors, je prolonge simplement votre question. Je pense que le chantier qu'on a fait sur les référentiels était un chantier qui n'était pas inutile. Mais évidemment, il y a une question de dynamique dans ces cas-là. Et c'est un dossier sur lequel la dynamique a beaucoup manqué. Ce que je disais sur le retard de la circulaire est lui-même vrai de la vitesse à laquelle l'acteur pouvoir public a interagi avec notamment les organisations patronales. Et je pense qu'on aurait pu gérer les choses de façon plus rapide, plus cadencée, et peut-être éviter les blocages qu'on constate à l'heure actuelle. Alors effectivement, là vous avez largement déjà commenté ma dernière question sur le sujet. Quand on fait une comparaison entre la réforme légale et puis les travaux des branches professionnelles, on s'aperçoit que peut-être c'est une réforme qui aurait été mieux servie, mais avec nuance, en étant directement mise en place par les branches professionnelles, plutôt que de passer par une étape préalable d'uniformisation réglementaire, qui a finalement soulevé beaucoup de critiques, tant elle paraissait complexe. Mais vous avez souligné tout à l'heure aussi l'inégale contribution des branches à finalement la création de règles qui peuvent être elles-mêmes néanmoins complexes. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs où il n'y aura pas de référentiel. D'accord. Parce que le travail technique n'a pas été fait, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons politiques. Peut-être 40% des secteurs, 30%, je ne sais pas très bien, c'est très difficile de répondre à cette question-là, mais à peu près ça. Ça veut dire qu'il y a des PME, des TPE qui vont avoir à faire l'application directe des décrets. Et ça, honnêtement, ce n'est pas une situation qui est satisfaisante. Et je pense que c'est cette partie-là qu'il aurait fallu résorber. Il aurait fallu arriver à ça. Bon, si effectivement, suffisamment tôt, on a 60% des secteurs qui sont couverts par des référentiels, les choses seront plus faciles à gérer parce que les référentiels sont assez largement copiables de secteurs voisins d'un secteur sur l'autre. Donc les référentiels qui existeront serviront à ceux qui n'en ont pas. Mais évidemment, c'est une situation dégradée et qui n'est pas optimale. Je comprends. Je vous remercie beaucoup.